légende veut que Paris soit une des plus belles villes du monde. Disons bien vite que pour ne pas contredire cette belle légende, il y a beaucoup à entreprendre et vite. En survolant le centre de Paris, on s'aperçoit immédiatement de l'enchevêtrement des toits et des rues. L'air et le soleil pénètrent mal dans la ville. Et sans air, sans soleil, une ville tombe malade. Regardez, les murs ne respirent plus. Une sorte de lèpre les ronge. Et un jour, de tout cela, il ne restera que de la poussière. Cette poussière qui est partout dans le centre de Paris. Cette poussière que les poumons, à leur tour, reçoivent. Il faut avoir peu d'estime pour ceux qui confondent pittoresque et taudis, pour ceux qui préfèrent les masures croulantes au bien-être des hommes. Le cœur de Paris est malade, mais c'est là pourtant qu'on entasse ce qui doit le faire vivre. Et de nouveau la poussière, l'inévitable poussière retombe sur la nourriture du lendemain. Le steak pomme frite est peut-être le meilleur du monde à Paris, mais la viande parfois traîne à terre. Dans ce labyrinthe, peu à peu, plus rien ne circule, ni le soleil, ni l'air, ni même les hommes. L'encombrement devient le signe de Paris. Les carrefours et les rues sont des terrains où la voiture chasse le piéton. Quittons le centre pour atteindre la banlieue. Qui voyons-nous? Exactement le contraire. Des zones immenses de terrains inutilisés. On se demande bien pourquoi. D'autant qu'en certains endroits, le chemin de fer passe inutile pour ceux qui n'habitent pas là. En d'autres lieux, cet esprit d'invention et d'originalité qui, paraît-il, nous caractérise, nous autres Français, donne les résultats que voici. Des maisons minuscules, sans confort, mais que le propriétaire a voulu différentes de la voisine. Et cela s'appelle « ça me suffit ». Ainsi, de cabane en cabane, la banlieue s'étire, triste, offrant à celui qui rentre de Paris après le travail le spectacle gris qui est comme un purgatoire immérité. Usine le jour, rue sans fleurs et sans verdure le soir. D'autres fois, au paysage s'ajoute encore la cheminée qui crache ses poussières et la suie sur la tête des enfants. Et chaque matin, l'homme repart. Il marche vers la gare lointaine, lourd de sa fatigue de la veille qui déjà s'accroît. Nous avons vu maintenant quelques-unes des imperfections de Paris. Avant d'aborder la solution ou les solutions, il convient de bien connaître le problème et avant tout le sous-sol. Car évidemment, avant de construire, encore faut-il savoir sur quoi on construit. Si nous sommes aujourd'hui place de l'Alma, c'est que nous y avons l'occasion de voir justement ce sous-sol qui est comme éventré. Et nous voyons aussi ce qu'on peut faire dans ce sous-sol, exactement des travaux très importants. C'est pourquoi nous avons donné rendez-vous ici à M. Utudjan, qui est architecte et qui depuis très longtemps, depuis des années, étudie ce problème du sous-sol parisien. Monsieur Utudjan, pourriez-vous nous expliquer rapidement depuis combien de temps on se livre à des études du sous-sol pour l'urbanisme? Depuis 1933. Est-ce qu'on est arrivé déjà à des résultats très intéressants pour l'ensemble du sous-sol parisien? On est arrivé à faire des études préliminaires assez poussées, mais il y a néanmoins lieu à les réviser et à les mettre au point selon les cas d'espèce, sur place, selon chaque cas particulier qui peut se présenter. Est-ce qu'il existe des documents sur cette question? Oui. Quel est ce premier document, monsieur Utudjan? Ce premier document montre en arraché une coupe géologique donnant la constitution du sous-sol parisien.
Comme vous le savez, le sous-sol de Paris se prête admirablement aux travaux de réalisation souterraine et il est essentiellement constitué par des couches de marne verte, de marne supragypseuse, de marne de haute gypse, de gypse, de calcaire grossier. C'est un sous-sol tendre ou au contraire très dur comme celui de New York? C'est un sous-sol tendre, surtout si l'on atteint la couche de craie qui se trouve à avoir une épaisseur de 300 mètres sous Paris. Mais en fait, c'est Montmartre qu'on voit là. La coupe est faite à Montmartre. La coupe est faite à Montmartre et vous avez environ 25 mètres de hauteur dans cette épaisseur jusqu'au calcaire de Saint-Ouen. Et vous savez qu'à Montmartre, le gypse a donné beaucoup de mal pour la construction notamment du Sacré-Cœur. Oui, il y a eu des écroulements. Il y a eu des écroulements et ultérieurement, il y a eu un foudroyage général, ce qui a occasionné des fontis considérables qui donnent beaucoup de mal aux architectes actuellement. Et puis on a fait sauter les carrières aussi, vous m'avez expliqué. On a fait sauter les carrières précisément. Parce que je crois qu'il y avait des bandits qui s'y cachaient, non? Il y avait des malfaiteurs qui avaient fait leur repère du sous-sol de Montmartre et on a cru bon à ce moment-là. Vers 1900. Vers 1900. Quel est le deuxième document que vous avez là derrière, je vois? Le deuxième document représente une coupe en arraché de la place de l'Opéra. Ceci vous donne une idée de ce qu'est l'encombrement du sous-sol. L'encombrement du sous-sol à l'Opéra, qui comporte, outre le métropolitain, les différentes stations et voulez-vous nous montrer un peu exactement les lignes du métropolitain, les stations, les intercommunications, les salles d'intercommunication comme vous voyez là, et également les égouts, le réseau des égouts qui passe là, aussi bien d'ailleurs que partout ailleurs. Oui, on peut dire d'ailleurs que c'est à peu près la même chose sous tout Paris. Bien sûr, l'eau, l'électricité, le gaz, le téléphone, le télégraphe, l'air comprimé et le chauffage urbain. Et si on compare avec les autres capitales, peut-on dire que l'encombrement du sous-sol parisien est plus important? Paris est beaucoup plus encombré en sous-sol que les autres capitales parce que précisément son sol se prête à ces réalisations. Déjà, voulez-vous nous montrer l'autre document, s'il vous plaît, le troisième? Vous avez ici une autre vue de Paris avec l'arraché de la station Mirabeau qui traverse la ligne Mirabeau qui traverse la Seine sous le lit du fleuve. Et le métro passe 7 fois, je crois, sous la Seine. Le métro traverse 7 fois la Seine dans Paris. Et quel est ce dernier document, enfin? Ce dernier document représente l'avenir. Le projet, l'avenir. C'est le projet de voie souterraine qui a été établi par le GECUS, le groupe d'études et de coordination de l'urbanisme souterrain. Voulez-vous nous l'expliquer rapidement? Et qui résout le problème non seulement de la traversée de Paris, mais de la desserte du centre par des autoroutes souterraines. En fait, tous ces tracés lumineux sont des tracés d'autoroutes futures. Des grandes autoroutes futures. Vous savez que le grand problème de traversée de Paris est la traversée nord-sud qui est résolue ainsi. Et la traversée est-ouest, le Cardo et le Decumanus des Romains, n'est-ce pas, est repris dans son idée et c'est un ensemble extrêmement simple et de tradition purement romaine. Mais on peut dire que cet urbanisme souterrain, s'il résout le problème de la circulation, ne résout pas du tout par contre le problème de l'habitat. Ah bien sûr. Et là, il y a d'autres études qui sont importantes et d'autres solutions à apporter. Bien entendu, nous ne combattons pas du tout les solutions en élévation. Là, il s'agit de résoudre un problème particulier qui est celui de la circulation. Et pour nous résumer, donc un sous-sol extrêmement tendre, déjà très encombré, mais dans lequel on peut encore faire beaucoup de choses. Mais tout de suite, il nous faut plonger dans le temps, car il est un autre conditionnement, celui de l'histoire. J'ai à côté de moi la personne qui est chargée à l'hôtel de ville de collectionner les documents d'urbanisme. Je voudrais qu'il nous explique justement ce graphique qui représente Paris au moment du Bas Empire, c'est-à-dire au début du Moyen-Âge. Il faut d'abord rappeler que Lutèce est rentré dans l'histoire en l'an 52 avant Jésus-Christ, lorsque les Romains l'ont occupé. Après leur occupation, Lutèce a débordé sur la rive gauche et a formé une Lutèce romaine magnifique qui a été supprimée par une invasion barbare. Et quels sont les conditionnements d'urbanisme au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge? Eh bien, une fois les Romains partis, ils avaient laissé surtout la trace de leur voie. Et sur le long de Voulez-vous nous les montrer? Oui, il y avait surtout la voie principale qui avait été affirmée par du pavage d'ailleurs, la rue Saint-Jacques et la rue Saint-Martin, qui est toujours la voie maîtresse de Paris. Et on construit donc à ce moment-là des églises un peu partout, on les voit d'ailleurs. Oui. Quelles sont les principales? Eh bien, les principales, c'est d'abord l'église Saint-Étienne qui a été construite sous les Romains. Ensuite. Et Notre-Dame sera construite à son emplacement. Ensuite, sur la rive gauche, Sainte-Geneviève, qui s'appelait les Saints-Apôtres, construite sous Clovis, et les Saint-Germain-des-Prés, qui s'appelait Saint-Vincent-Sainte-Croix. Et en fait, à ce moment-là, pour nous résumer, on construit autour des églises sans aucun plan d'ensemble. Non, ce sont des maisons qui se juxtaposent. Et qui forment les prochains bourgs. Et qui forment les prochains bourgs qu'annexera Paris, en se développant. Nous retrouvons Paris
À la fin du Moyen-Âge, exactement sous le règne de quel roi? De Philippe Auguste. Et on voit immédiatement, évidemment, qu'il y a eu un agrandissement considérable. Peut-on dire que cet agrandissement s'est fait selon un plan déterminé? Peut-être non, mais il s'est fait selon la logique des choses. C'était les bateliers qui circulaient sur la Seine, le long de la Seine. L'île est devenue prospère, elle a éclaté sur la rive droite, qui était la plus propice à la navigation. Et elle a formé la rive droite commerçante, avec les halles créées par Philippe Auguste. Alors les richesses qui s'y trouvaient, il a fallu les protéger d'un éventuel ennemi, ce qui a fait que Philippe Auguste a créé une enceinte pour les protéger, et on voit apparaître le premier Louvre. Et en fait, on a encore cette fois, nous avons les 4 abbayes. Les 4 abbayes, oui, les églises ont été reconstruites, presque toutes d'ailleurs, et sur la rive gauche, alors Saint-Germain s'est retrouvé, Sainte-Geneviève aussi, et 2 nouvelles abbayes apparaissent, alors Saint-Martin-des-Champs et l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs. Et n'est-ce pas aussi l'apparition du quartier étudiantin? Ah si, c'est très important. À quel endroit? Eh bien, d'abord, ça a été... la mort, ça a été l'abbaye Saint-Victor, oui. Avec Champeau et Abélard. Et alors, l'abbaye, comment dirais-je, la cité universitaire s'est développée autour du Petit Pont et elle a gagné toute la montagne Sainte-Geneviève par la suite. Cette carte que nous avons maintenant sous les yeux vaut pour l'époque qui va d'Henri IV à la Révolution française. Il suffit d'y regarder pour se rendre compte que l'accroissement se fait selon un mode concentrique. Mais quelle est la caractéristique de toute cette époque? Eh bien, la caractéristique finale de toute cette époque, c'est la disparition des enceintes que Louis XIV va utiliser pour former les premiers boulevards en utilisant l'enceinte de Charles V et celle de Louis XIII. Et ces boulevards seront plantés d'arbres. La verdure apparaît dans Paris. Effectivement, d'ailleurs, on voit qu'au centre, le vieux Paris est absolument noir. Enfin, il n'y a absolument aucune tache de verdure, alors qu'au contraire, on voit tout de suite qu'à l'est comme à l'ouest, il y a effectivement des taches vertes qui apparaissent. Oui, l'expansion de Paris d'ailleurs se fait nettement vers l'ouest, à partir du Louvre où chaque roi apporte sa pierre. Et c'est Colbert qui amorce la fameuse percée vers l'ouest et vers la butte de l'Arc de Triomphe. Mais n'y a-t-il pas aussi constitution d'une nouvelle enceinte qui cette fois ne répond plus à un but de défense, mais à un tout autre but? Si elle se fera à la fin de cette époque, ce sera l'enceinte des fermiers généraux qui ne sera en fait qu'une enceinte douanière. Donc pour nous résumer, un urbanisme cette fois qui n'est pas encore un urbanisme d'habitat ni un urbanisme de circulation, mais qui déjà pense à l'embellissement de la capitale. C'est exact. Nous en arrivons maintenant au monde moderne. Les chemins de fer existent, Napoléon III prend la suite de Napoléon Ier, et déjà des problèmes de circulation se posent, très proches de ceux d'aujourd'hui. Comment va faire Haussmann? Eh bien, Haussmann va vouloir réaliser de grandes liaisons. Il double la grande croisée de Paris en créant les boulevards de Strasbourg, de Sébastopol et le boulevard Saint-Michel. Autour des grands carrefours, il fait des départs de voies qui relient entre elles les gares qui sont déjà amorcées. Évidemment, elles sont bien plus petites que maintenant. Il n'y croyait pas beaucoup, je crois. Non, peut-être pas. Et il veut surtout, je crois, en même temps que des problèmes de circulation, résoudre du côté de l'Est un problème de sécurité. 1848. Oui, au bout de ces grandes voies, il pose des casernes qui sont destinées à prendre à revers une émeute éventuelle. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un urbanisme d'embellissement chez Napoléon III surtout, enfin le côté grandeur de Napoléon III, lorsqu'il disait « je veux faire de Paris la plus belle ville du monde ». Si Napoléon III avait vécu à Londres, et il était influencé par l'urbanisme anglais, et il a créé toute une série de grands parcs, Montsouris, les Buttes Chaumont, le parc de Monceau, et il a aménagé les bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Et Haussmann n'a pas voulu qu'on lui fasse le reproche de ne pas penser à l'embellissement de Paris, puisqu'en général, il essayait de mettre au bout de ses grandes percées un monument en l'espèce, la fontaine de Saint-Michel au bout de Sébastopol de Strasbourg. Le parvis de Notre-Dame. Le parvis de Notre-Dame, oui, ça a été un essai d'embellissement, mais qui est très controversé. En fait, il a fait disparaître tout le vieux Paris de la cité qui est pourtant le cœur de Paris et qui méritait peut-être d'être respecté. Donc, pour nous résumer, on peut dire qu'Haussmann et Napoléon III, car en fait ils sont très proches l'un de l'autre, sont les premiers à penser le problème de Paris dans son ensemble, sur le plan d'un urbanisme de circulation, un urbanisme d'embellissement et un urbanisme d'habitat, car en fait il y a des lotissements qui sont très importants, ce sont les premiers qui se font à ce moment-là. Oui. C'est une vue d'ensemble. Oui, ils ont voulu faire certainement un plan d'aménagement, un plan général d'aménagement de Paris. Il vaut ce qu'il vaut, mais il a été fait. Le sous-sol, l'histoire, cela peut vous paraître terriblement abstrait. Mais dans ces maisons délabrées de Paris, des gens vivent, et il appartient aux sociologues d'étudier leur comportement. Elle vient pour l'enquête, ça ne vous fait pas de difficulté. Le rendez-vous est pris, alors vous n'aurez aucune difficulté.
là-dedans. Enfin, ça ne va pas. Ici, Oui. Monsieur Chombard, Oui. je m'excuse de vous interrompre, mais vous êtes sociologue et j'aimerais que vous nous expliquiez simplement et rapidement ce que la sociologie peut de nos jours apporter à l'urbanisme. Bien, elle peut servir à l'urbanisme de bien des manières. Elle peut faire connaître comment, dans une ville comme Paris, le logement, toutes les conditions de vie peuvent avoir une influence sur le comportement des hommes de toutes les couches de la population. Elle peut faire comprendre, surtout, je crois que c'est ça l'essentiel, quels sont leurs besoins réels, quelles sont leurs aspirations. Essayer de les faire participer au plan d'urbanisme qu'on fait pour eux. Que l'urbanisme ne soit pas un travail qui se fait en chambre, mais qui parte des besoins observés sur le terrain, qu'il s'agisse de gens de catégories extrêmement différentes, que tout le monde puisse être touché par des études de ce genre, pour que tout le monde puisse y participer et que l'urbanisme soit la chose de tout le monde. Voilà, je crois, un des points essentiels. Et aujourd'hui, vous êtes venu ici justement pour vous livrer une enquête particulière. Eh bien, nous faisons un travail dans ce secteur du 13e arrondissement qui est très défavorisé et dans lequel il y a vraiment des logements très difficiles. Nous faisons tantôt d'ailleurs des études dans ces logements très mauvais, d'autres dans des logements nouveaux, ça dépend des moments. Et aujourd'hui, il s'agit vraiment d'une enquête dans des conditions où Est-ce les qu'on gens pourrait vivent dans des assister à cette conditions très enquête? mauvaises. Mais volontiers. Écoutez, Janine, est-ce que vous pourriez aller chercher Madame Robert? Posez-lui simplement 2 ou 3 questions. On ne peut pas faire toute l'enquête, naturellement, devant tout le monde. C'est très long. Mais est-ce que vous n'auriez pas aussi par hasard des documents pouvant justement illustrer votre théorie? Oh, certainement, certainement. J'en ai dans cette serviette. Quel est ce premier document? Eh bien, c'est la délinquance juvénile à Paris. Vous voyez qu'elle est beaucoup plus forte dans la partie est de Paris. Elle existe aussi dans la partie ouest, mais d'une façon différente. Ce n'est pas le même genre de délinquance qui se produit des deux côtés. Eh bien, dans la partie est de Paris, que vous voyez ici, représentée par les points, les zones noires, les zones noires, vous voyez un genre de délinquance qui est très lié au milieu d'habitat, à l'existence de bandes d'enfants dans les impasses, dans les HBM, etc. Dans l'autre partie de Paris, c'est une délinquance tout à fait différente, qui est une délinquance liée au milieu aisé. Quel est le deuxième document? Voilà alors l'âge moyen des immeubles à Paris. Vous voyez ce centre de Paris qui est très défavorisé. Dans le 13e arrondissement où nous nous trouvons, ce n'est pas l'habitat le plus ancien, c'est un habitat qui n'est pas très ancien, mais qui est déjà extrêmement vétuste et mal entretenu. Ça tient probablement à ce que les matériaux d'origine n'étaient pas bons, non? Certainement, et puis il y a une question d'aménagement du terrain, il faut tout changer actuellement. Voilà alors le nombre d'habitants par pièce dans Paris. Vous voyez toujours cette même figure de l'Est de Paris. Oui, on peut dire que l'Est est en deuil. L'Est, oui, apparaît très noir, et c'est effectivement une figure très décevante de voir qu'il y a beaucoup plus d'habitants par pièce dans ce domaine, qu'il y a une densité d'occupation des logements très forte, ce qui a une influence sur le développement de maladies telles que la tuberculose. Là aussi, on voit que le poids et la taille des construits de 20 ans de ce côté de Paris est plus faible que du côté ouest, plus favorisé, du côté ouest où on voit dans le 16e, dans le 8e, dans le 17e ou 7e arrondissement, des quartiers beaucoup plus aisés. Donc indiscutablement, l'habitat a une influence, c'est même d'un point de vue sociologique, vous arrivez à la conclusion que l'habitat a une influence énorme sur les gens qui y habitent. L'habitat a une influence énorme sur les gens, et d'un autre côté, les gens d'un certain niveau de vie ne peuvent aller que du côté où les logements sont moins chers parce qu'ils sont moins bons. Donc il y a une canalisation des gens d'un certain milieu social, d'un certain revenu, d'une certaine classe sociale du même côté de Paris, tandis que les autres restent dans un secteur plus favorisé. Je m'excuse de vous couper, M. Chambard, mais voici votre assistante qui revient avec la locataire de l'endroit. Nous allons commencer à poser quelques questions parmi beaucoup d'autres à Madame Robert. Madame Rémy. Ah pardon, Madame Rémy. Voyons, Madame Rémy, pourriez-vous nous dire par exemple quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans votre logement? Enfin, vous savez, monsieur, les principales difficultés que je trouve dans mon logement, c'est que c'est un logement qui n'y a ni eau, ni gaz, ni électricité, ni water. Et nous avons très loin à aller chercher l'eau et la descendre et la monter. Vraiment, c'est pénible.
Et vous devez réserver peu de place pour les enfants. Enfin... Ben, vous savez, la place qu'on peut réserver aux enfants, c'est que dans une pièce, il se pose 5 lits. Et il y a une toute petite, enfin, juste pour les lever, les mettre debout et les amener à la cuisine, les faire manger 2 fois, qu'on ne peut pas mettre la table en une seule fois. Ils sont nombreux qui attendent, mais au juste, que peuvent-ils espérer? Pour le savoir, changeons de quartier. Monsieur le Corbusier, nous sommes venus chez vous pour vous demander s'il existe, selon vous, une solution d'urbanisme pour Paris. Il faut annuler les effets d'une longue négligence et chercher tous les moyens par lesquels Paris peut redevenir une ville de beauté et d'harmonie. Vous voudriez voir la gentillesse de nous montrer quelques exemples? Oui, volontiers. Je vais vous expliquer certains des moyens par lesquels on peut atteindre le but. D'ailleurs, je crois, monsieur le Corbusier, qu'il y a très longtemps que vous réfléchissez à ces problèmes d'urbanisme. Ah oui, une trentaine d'années. Est-ce que vous êtes arrivé tout de suite au plan définitif ou bien est-ce qu'au contraire, vous avez eu des étapes successives? J'ai cherché très longtemps et j'ai créé des plans successifs. J'ai eu l'occasion de les montrer parfois dans des expositions, de les exposer dans des livres. Mais petit à petit, le silence s'étend sur ces choses-là. On n'a jamais répondu à ces plans? Non, par des colibés parfois. Mais tout de même, l'opinion est saisie par diverses manifestations très nettes qui ont eu lieu. En particulier celle du pavillon des temps nouveaux en 1937, à l'exposition 37. Est-ce qu'on ne va pas les réunir en un livre? Si, précisément. Le directeur des éditions de Minuit m'a demandé l'autre jour, m'a dit nous allons publier les plans Le Corbusier de Paris de 1955 à 1922. C'est-à-dire, vous voyez, 33 ans de plans dans un gros livre fait en offset qui reproduira les textes et les plans qui ont déjà été publiés, qui sont parus, qui ont été soumis à l'opinion peut-être inattentive, et le tout rassemblé en un seul exemplaire, en un seul volume, un gros volume important. Est-ce que vous auriez l'obligeance de faire quelques dessins pour nous montrer justement les étapes de cette théorie? Oui, ça, très volontiers. Je peux vous expliquer en quelques instants, mais il faut que je prenne mon papier. Je vais vous montrer comment Paris est né sur un fleuve à la croisée de Saint-Route. La première ville fut dans des dimensions normales, puis elle s'accrut en ceinture considérable, successive, jusqu'au roi, et contenant tout de même une masse de population déjà très forte, provoquant au temps de Louis XIV et de Louis XV un affolement déjà au moment où les premiers carrosses apparurent. Et la ville, on disait, c'est une ville où les hommes se marchent les uns sur les autres. Mais subitement aux machinistes, c'est-à-dire un siècle après, le désastre devient total, car l'industrie se développa autour de la ville, en créant des cités industrielles, puis les cités ouvrières se mirent autour des cités, des secteurs industriels de banlieue, et ainsi de suite, par ceintures successives, la ville finit par devenir tentaculaire, atteignant un diamètre de 50, 80 km ou davantage, ou 100 km, et rendant ainsi les transports routiers et autres, n'est-ce pas, de personnes, des transports les rendant absolument impossibles, inefficaces, et jetant sur les hommes un malaise atroce qui est devenu maintenant catastrophique. Et votre solution à vous aboutit à l'inverse? Ma solution, c'est de reprendre le problème à froid, de regarder comment sont les choses, où sont les événements, mettre de l'ordre en quelque sorte, et d'obtenir par un examen doctrinal suffisamment sain et vrai, n'est-ce pas, d'obtenir la remise en ordre de Paris et Voulez-vous nous montrer le dessin? Le spectacle d'un Paris tout à fait possible, tel que par exemple celui-ci, qui montre le Paris possible, un Paris rentré chez lui. Il y a un Paris, mais ça oblige à des destructions, ce plan. Non, toute la vie n'est faite que de destruction et de reconstruction, et particulièrement la vie des villes. Voulez-vous nous montrer ce qui serait détruit sur ce dessin, justement? Sur ce dessin, le centre qui s'est constamment refait depuis la période romaine, la période moyenâgeuse, la période des princes, des rois et des républiques, tout ce centre qui se refait sur lui-même comme tout à fait un phénomène naturel,
peut redonner une vitalité incroyable à Paris grâce aux techniques modernes qui offrent le chemin, la solution, le pont pour passer d'une époque à une autre. Mais ces cubes qu'on voit sur ce dessin, au milieu de ce dessin, ce sont en fait les grandes maisons en fait. Ce ne sont pas des cubes. En profitant des techniques modernes, vous pouvez bâtir en hauteur et obtenir, par exemple, tel qu'il est prévu ici, une cité d'affaires formée de 4 grands édifices. C'est suffisant, de 200 mètres de hauteur, espacés de 400 mètres les uns des autres, occupant le 5% de la surface seulement, laissant donc le 95% son pied de surface libre, des parcs continus de 400 mètres plus 400 mètres plus 400 mètres, ça fait 3 x 4, 12, ça fait 1200 mètres de parc, c'est-à-dire une immense distance où tous les problèmes de circulation, de trafic, piétons, automobiles... Cette cité d'affaires, vous la situez où dans le Paris actuel? Cette cité d'affaires vient se mettre là où le mal est le plus fort et le plus intenable en ce moment-ci, où sont les taudis qui sont actuellement derrière la porte Saint-Denis et la porte Saint-Martin. Mais dites-moi, monsieur Le Corbusier, avec ce système, est-ce que vous n'allez pas justement complètement détruire le Paris historique? Ah non, surtout pas ça. Moi j'aime Paris, j'y suis venu passer ma vie entière depuis 50 ans, et j'aime Paris, et toute sa beauté, qui est si organiquement organisée le long de la Seine, et dans des lieux qui sont pertinemment dessinés et limités. Tout le passé de Paris se trouve sur la rive gauche et sur la rive droite, avec une évasion sur les Champs-Élysées. Et au-delà de ça, au nord de Paris comme au sud de Paris, il n'y a qu'un développement qui s'est fait soit sous Napoléon III, soit sous l'époque actuelle. Quand une partie est en taudis, il ne faut pas avoir de remords de l'enlever. Oui, et quant aux autres, elles n'ont qu'à y rester, qu'à demeurer. Mais supposons faites cette transformation selon votre plan. Quelle serait la conséquence pratique de cette transformation par rapport à l'Europe? Eh bien, cette transformation nécessite, je vous l'ai dit, la prise en considération des 3 établissements humains. Les 3 établissements humains, agricoles, industriels, et d'échanges, de commerçants et d'idées, n'est-ce pas, occupent des places spécifiques sur le territoire, des places fatidiques au long des talwegs. Qu'est-ce que c'est les talwegs? Les talwegs, ce sont les vallées d'écoulement des eaux, d'écoulement des hommes, d'écoulement des vents. Ce sont des choses absolument fatales qui occupent depuis la préhistoire, qui constituent depuis la préhistoire les cheminements des hommes. Enfin, on appelle ça les grandes routes du monde. La prise en considération des 3 établissements humains retrouve ces talwegs, et la 4e route d'avion vient les rejoindre tout naturellement, car les avions viennent là où il y a de l'activité. On peut donc dire en conclusion qu'avec votre transformation, Paris deviendrait en quelque sorte l'œil de l'Europe. Le charme de Paris, il est évident, bien sûr, mais que les images heureuses qui vont suivre ne servent pas à nous rassurer, à nous faire croire que tout va bien et que rien ne menace. Charme du Paris d'autrefois, certes, mais qui devrait donner le désir de voir s'édifier un Paris moderne, digne et respectueux des maisons et des quartiers anciens, un Paris moderne qui résoudrait les terribles problèmes de l'habitat et de la circulation, et qui serait du même coup le cadeau de notre époque à celles qui viendront.
charme de Paris tout au long de la Seine. Mais maintenant que nous savons un peu mieux que l'urbanisme n'est pas seulement un problème d'architectes, mais que des familles attendent. D'ailleurs, le vrai problème, le vrai besoin, ne l'omettons pas, il faut que les Parisiens s'intéressent à leur ville. Le vrai problème, il est dans un article de M. Raymond Lopez, un autre urbaniste. Voici. Quelque part, faisant une comparaison, il se demande quand les Parisiens se promèneront-ils comme l'ont fait certains Anglais, avec des banderoles au-dessus de leur tête, où il est écrit « Nous voulons un plan pour notre ville ».